Bonjour et bienvenue sur Réveil, le podcast qui t'éveille au saut du lit. Vous êtes avec Mel et Clem, vos chroniqueuses spirituelles. Bonjour Guillaume. Bonjour. Salut Clem. Salut Mélissa, salut Guillaume. Aujourd'hui, on Salut. fait un format un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire avec Clem depuis qu'on a lancé ce podcast. On reçoit Guillaume qui est avec nous aujourd'hui. On avait très envie d'interviewer, de faire venir du monde de l'extérieur aussi sur ce podcast pour parler de différents sujets. Et aujourd'hui, avec toi Guillaume, on va parler de médiumnité, on va parler d'analyse transgénérationnelle et de lecture akashique. On t'a prévu un joli petit programme. Avec Clem, on s'est dit, au début, on pensait te demander de te présenter, mais on pensait commencer d'abord par expliquer comment on t'avait connu. Et puis ensuite, on te laissera compléter si ça te convient. On peut commencer comme ça. C'est très bien. Eh ben, parfait. Donc, pour ma part, Guillaume, comment je t'ai connu? Donc, j'ai fait une séance avec une personne qu'on connaît en commun, un soin de guérison à une époque où j'avais pas mal, de problèmes de peau, etc. Et donc, cette personne m'a conseillé par la suite de venir te consulter pour pousser un petit peu plus l'analyse de où pourraient venir mes problèmes chroniques. Et donc, tu m'avais proposé une analyse transgénérationnelle. Donc, on expliquera plus tard ce que c'est et en quoi ça consiste. Et donc, par la suite, j'ai parlé de toi à Clem. Ouais, c'est ça. On se refile tous nos bons tuyaux avec Mel, donc forcément, elle a kiffé la séance qu'elle avait fait avec toi. Et elle m'avait raconté aussi, surtout, que tu avais fait des lectures de vie antérieure. Et j'avoue que à cette période-là, moi, ça m'intéressait de fou. J'avais trop envie de tester. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est connecté avec Guillaume et il m'a fait une lecture de mes annales akashiques, mais j'ai envie de même dire de l'écriture parce que ce qu'il m'a fait, c'était de l'écriture quasi automatique. Et d'ailleurs, j'ai ressorti, tu m'avais envoyé, Guillaume, du coup, la page sur laquelle tu avais écrite. Et franchement, c'est hyper puissant. C'est même comme un soin. Tu vois, je l'ai relu ce matin et c'est très, très fort. Donc, ouais, franchement, on est hyper honoré que tu sois notre première invitée sur le podcast et on a plein de questions à te poser. On a envie de faire, voilà, te faire connaître aussi à nos auditeurs et puis faire connaître ce que tu fais. Donc, voilà, on a parlé de médiumnité, de lecture akashique, de transgénérationnel. Est-ce que tu veux compléter un petit peu, nous dire quelles sont tes autres cordes à ton arc et puis ce que tu fais dans la vie, quelle personne tu es, quel être humain tu es aussi. Alors, vaste programme, hein. Ce qui me vient tout de suite, c'est Delphine Orviller, je sais pas si vous connaissez, qui est une femme, qui est une rabbin, qui est une philosophe, qui est une écrivaine. Et en fait, un jour, je l'avais vue en interview et elle disait, en fait, moi, je suis pas que. Et elle faisait le lien avec la Pâque juive et elle disait, en fait, je suis pas que maman, je suis pas que rabbin, je suis pas que femme, etc., etc. Et en fait, en vous entendant parler, alors c'est original de me présenter comme ça, par le biais de comment on s'est rencontrés, mais finalement, quand je vous écoute, je suis un peu spectateur plus qu'acteur. C'est-à-dire que ce que je fais finalement, effectivement, est plus lié à ce que je suis. Euh, donc c'est toujours délicat de se présenter. Moi, j'ai un parcours complètement iconoclaste, complètement original. On parlait de médiumnité, mais ce terme de médium, en fait, c'est un terme que j'ai mis très très longtemps, ne serait-ce qu'à effleurer, en fait, parce que pour moi c'était Madame Irma, parce que pour moi c'était ça renvoyait comme ça un petit peu Mm. à des images qui sont pas culturellement proches des miennes. Et finalement, ce qui m'a réconcilié avec le terme, c'est l'étymologie en fait. Être médium, c'est être au centre d'eux. Donc moi, j'ai fait, pour le petit parcours, pour la petite histoire, j'ai une formation universitaire, j'ai un master 2 d'histoire, j'ai fait beaucoup de rap, j'étais beaucoup dans l'art aussi. Et finalement, quand j'ai vu cette racine étymologique de médium, être au centre d'eux, être au milieu d'eux, je me suis dit que finalement, il n'y avait pas grand-chose qui séparait l'artiste du médium, et je pense on est tous médiums. Donc finalement, en me présentant aux gens comme étant médium, en fait, c'est une manière de leur dire, bah, je suis humain, en fait, je suis un peu, on est tous un peu dans le même bateau. Donc voilà, effectivement, vous avez parlé de médiumnité, et vous avez bien fait, puisque je l'assume totalement. Je pense que c'est quelque chose qui est chevillé au corps depuis quasi toujours, au départ par les rêves et puis par des ressentis, par tout un tas de choses. Et puis après, effectivement, il y a l'analyse transgénérationnelle. Donc je parlais de ma formation universitaire en histoire, c'est ce qui m'a amené à l'histoire sociale, l'histoire familiale, donc à la généalogie. J'ai monté ma boîte de généalogie et puis très vite, en fait, je me suis confronté à un constat, c'est que
bah, aussi vrai qu'on a un arbre généalogique, on a aussi d'autres choses qui se passent, qui passent entre les générations et très vite j'ai commencé à m'y intéresser. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'en suis venu à l'analyse transgénérationnelle euh, et avec une approche assez atypique parce qu'on parlait de mes cordes à mon arc. J'ai beaucoup de choses effectivement, j'ai le tarot, j'ai la numérologie, Ouais. j'ai les annales akashiques aussi, on y reviendra. Euh, et puis voilà, mais j'ai envie de dire, mon approche, elle est juste humaine en fait, et toutes les cordes que j'ai à mon arc, c'est un peu comme si j'étais un prisme et que voilà, je vais un peu là où le vent me mène, et je suis très honoré et très fier quand les gens viennent toquer à la porte en disant bah tiens, peut-être qu'on peut faire un bout de chemin ensemble. Ça a été le cas de vous deux, et donc tu parlais d'honneur, Clémence, bah honneur partagé, voilà, d'avoir pu contribuer à mettre éventuellement quelques petits cailloux ou enlever quelques petits cailloux sur le chemin. Ouais, c'est clair. Et justement, Guillaume, comment t'es tombé là-dedans, dans dans tout Comment ça? t'es tombé dans la soupe, C'est ça. comme Obélix? Mais dans la marmite. Comment ça a commencé C'est pour ça. toi tout ça? Ça a commencé. C'est compliqué de répondre à cette question parce que c'est dur d'être acteur et spectateur. C'est ce que je disais tout à Ouais. l'heure. Ça a commencé. Je pense qu'au lieu de parler de comment ça a commencé, je parlerai plutôt de comment j'en ai pris conscience en fait. J'étais déjà un enfant très connecté en fait. J'ai Mm. parlé des rêves tout à l'heure. Je rêvais énormément. Le monde de la mort, de ce que j'appelle l'envers en fait. C'est comme si nous, on était dans Oui. l'endroit et qu'il y avait un envers. Ce monde-là, en fait, il m'était très familier, sauf que je savais pas le nommer. Ça appartenait un petit peu à l'indicible. Donc, ça faisait partie de moi. Et si vous voulez, il y avait un côté presque normal, donc du coup pas besoin de communiquer là-dessus parce que en fait finalement tous mes congénères sont comme moi. Mm, mm. Et donc bah, c'est au fur et à mesure de ma trajectoire où je me suis rendu compte que ouais il y avait peut-être quelque chose à creuser, et le point de départ, enfin le vrai point de départ, je pense que ça a été le Covid en fait. Ouais, Ok. Ça a été le Covid, je pense, comme beaucoup, beaucoup. ça a éveillé beaucoup de choses et beaucoup d'êtres. Et moi, le Covid, bah, le point de départ, ça a été des retrouvailles en fait avec une amie que j'avais au lycée, qui s'appelle Amandine, qui fait de la numérologie et qui est très douée dans ce qu'elle fait. Et en fait, voilà, on commence à parler, on commence à échanger sur ce que sont devenues nos vies, parce qu'on s'était perdu de vue. Elle était au Québec, moi j'étais en France. Et, euh, et puis donc on se rejoint comme ça sur des sujets énergétiques, etc. Et puis à un moment donné, elle me dit, bah ça te dit de faire une hypnose régressive. Donc bon, je sais absolument pas ce que c'est au moment où elle m'en parle. Et on fait une hypnose régressive. Donc effectivement, on va explorer un petit peu Alors moi j'appelle pas ça des vies antérieures, j'appelle ça des vies simultanées, mais là Mm. on y reviendra aussi. Et là, ça a été le point de départ de quelque chose. C'est-à-dire que je me suis levé le lendemain de la séance et je me suis dit, ouah, je suis sensiblement le même, mais radicalement différent. C'est comme si j'avais ouvert les yeux sur un territoire sur lequel j'étais depuis toujours. C'est un petit peu ça l'idée. Et donc voilà, et là ça a débloqué beaucoup de choses, et je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose quand même avec l'analyse transgé, parce que ça fait une quinzaine d'années, à peu près une dizaine d'années que je fais de l'analyse transgé pour ceux qui m'entourent, ceux et celles qui m'entourent. Est-ce que tu peux Globalement, donner un peu une définition, parce qu'il y a des personnes Ouais. qui nous écoutent, je pense, qui n'ont jamais entendu ouais. parler de ce terme. Du coup, est-ce que tu peux donner une petite définition, en tout cas, comment est-ce que toi tu l'appréhendes, comment est-ce que tu le présentes aux personnes que tu accompagnes? Alors l'analyse transgénérationnelle, en fait, c'est ce qu'on appelle communément la psychogénéalogie. Donc c'est une approche psychanalytique en fait de la généalogie. En gros, on va explorer un petit peu ce qui peut se transmettre de génération en génération, mais pas que, et je dis encore une fois, pas que, parce que ça fait partie aussi de l'approche, mais pas que les noms qu'on transmet, pas que les prénoms qu'on transmet, pas que les dates qu'on transmet. Il y a aussi un espèce d'héritage émotionnel, spirituel, affectif, enfin tout ce que vous voulez. Et donc effectivement, bah, à un moment donné, on se réveille dans le lit de notre génération et on se dit merde, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser, en fait, il y a peut-être des nœuds à dénouer. Et donc l'analyse transgénérationnelle, c'est ça. Donc c'est Anne Ancelin Schutzenberger qui a été un peu la pionnière en France. Avant elle, il y en a eu d'autres, mais voilà, c'est un petit peu comme ça que je définis. Alors après, j'ai un vocabulaire un peu pédant, c'est-à-dire psychogénéalogie. Je trouve que ça fait un peu magique, et ça fait un peu, voilà, un peu fourre-tout. Donc, je préfère le terme d'analyse transgénérationnelle. Mm. Et donc, il y a une phrase de Jodorowsky qui dit c'est pas l'arbre qui fait le fruit, c'est le fruit qui fait l'arbre. Et je pense que ça, c'est important de le préciser quand on parle d'analyse transgénérationnelle.
Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens, des fois, qui arrivent en séance en me disant, bah, ça y est, moi j'ai tout compris, mon grand-père il s'est suicidé, c'est pour ça que je suis comme ça, etc., etc. Et en fait, l'idée, c'est toujours mettre la focale sur la personne. C'est-à-dire que on a tous une histoire familiale, on a tous des choses à porter, mais ce qui va déterminer l'analyse transgénérationnelle, c'est pas tellement la généalogie et ceux et celles qui nous ont précédés, c'est comment nous on le vibre et ce qu'on en fait en fait. Qu'on en fait et comment on vit avec, en fait. Voilà. Ouais. Et justement, j'avais une question, c'était pourquoi, d'après toi, pourquoi faire du transgénérationnel? Quelle est l'utilité? À quoi ça pourrait servir pour les gens qui nous écoutent? Comment savoir si ça peut nous aider dans la vie, si ça peut nous faire du bien? Bah, toi qui fais pas mal de yoga, c'est comme si je te demandais en quoi le yoga peut aider. Je pense que en fait, j'aime bien cette image de prisme, prisme du sens. Et je pense que l'analyse transgénérationnelle, en fait, il n'y a pas forcément besoin. Hmm. C'est-à-dire que c'est une démarche, là encore une fois, un mot très galvaudé de développement personnel. L'idée, c'est de se connaître un petit peu mieux, en fait. Mhm. C'est la connaissance de soi. Donc, C'est un outil parmi d'autres, c'est en un fait, outil. Ouais, pour se tout à fait. connaître mieux et avancer sur son chemin de vie, quoi, on va C'est dire. ça. Et C'est puis je ça. dirais même de conscience de soi. Tu vois, on a fait un podcast cette semaine avec Mélissa sur l'éveil et la conscience. Et en Mm. fait, je pense que tout part de là. À partir du moment où tu mets de la conscience sur quelque chose, et ben forcément tu l'intègres et puis tu vis différemment, quoi. C'est ça, et puis toujours avec ce jeu aussi d'être acteur et spectateur. Je sais que on est tous pareils, on a tous tendance aussi, enfin on vit dans une société qui est très déresponsabilisante, où on a tendance à chercher toujours des causes extérieures. Et en fait, j'ai l'intime conviction que tout part de nous et que notre vie, elle est ce qu'on en fait. Donc là encore, c'est des phrases aussi un peu fourre-tout, mais il y a quand même du vrai là-dedans. Donc le point de départ de l'analyse transgénérationnelle, c'est se dire, ok, j'ai une histoire, j'ai des fois un background qui est potentiellement problématique, mais là concrètement, qu'est-ce que j'en fais? Et tu vois, Clémence, tu parlais de conscience. Un jour, justement, dans une discussion avec quelqu'un, la personne me dit, ouais, mais ok, voilà, je prends conscience des choses, mais en fait, ça résout pas mon problème. Et pendant très longtemps, si j'ai pas proposé de séance, c'est que moi-même, dans mon transgé, je me suis confronté à ça. C'est-à-dire que, ok, j'ai pris conscience des choses, ok, là, il y a des choses hyper intéressantes, je fais des liens, etc. Mais concrètement, moi, ça change pas grand-chose, en fait. Donc, il y a un espèce de pont à passer. Et moi, j'ai appelé ça la règle des 2 C, en fait. Donc, aussi vrai qu'on a besoin de prendre conscience des choses, le deuxième C, c'est la création. Et là, on en revient justement sur l'art et sur la médiumnité. Et être artiste de sa vie, ça veut dire aussi créer. Donc, à partir du moment où j'ai pris conscience de qui était ma famille et de quel rôle aussi j'ai à jouer dans ma famille et puis évidemment dans ma vie, et ben là, je crée en fait. Je crée ce que je suis. Donc voilà, cette règle des 2 C, prise de conscience, ok, l'un va avec l'autre, mais prise de conscience seule, pas un intérêt fou. Prise de conscience et création, là, on est sur quelque chose d'intéressant et qui peut potentiellement nous faire avancer, quoi. C'est vrai que ce que tu dis, du coup, c'est donc prendre conscience, effectivement. Et après, tu te dis, OK, and so what? Et la création, j'aime bien ce truc des 2 C, je vais le garder. Parce que, Mhm. du coup, Bon c'est vrai que, tips. ouais, voilà, bon tips, ça aide vachement à se dire, bon, bah, maintenant, OK, j'ai pris conscience, mais il faut pas s'arrêter là, en fait. Il faut pas s'arrêter à Non. la séance. Il faut pas s'arrêter aux soins, à la personne qu'on va voir pour nous aider. Il faut ensuite en faire quelque chose et donc utiliser son pouvoir créateur. Donc, ouais, super parlant ce que tu viens de dire. Ça a bien résonné pour moi. Et c'est Et pour puis, ça que, tu vois, quand tu parles d'outils, en parlant d'analyse transgénérationnelle, je me range complètement derrière ce truc d'outils. Pourquoi? Parce que ce que je dis sur l'analyse transgé, c'est valable pour la numérologie, c'est valable pour l'astrologie, c'est valable pour même les annales akashiques. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je parle aussi de la problématique de nos sociétés. C'est-à-dire que quand on nous explique finalement que quelqu'un ou quelque événement que ce soit va nous faire du bien et va nous permettre d'avancer, ok, des fois il y a des cannes sur lesquelles se reposer, mais si on n'avance pas un pied après l'autre et nous à notre échelle, bah, il n'y a pas grand-chose qui change en fait. Et moi j'ai été régulièrement, alors fort heureusement pas tellement que ça, en fait, pas tant que ça, mais confronté à des gens qui me disaient, bah, en gros, vas-y, donne-nous la solution. Et Mm. en fait, moi, je suis pas là pour donner les solutions. Au meilleur des cas, je fais un peu comme le batelier dans le tarot, je pose tout sur la table et j'essaie, enfin, avec la personne évidemment, et on essaye de faire des liens, quoi.
C'est hyper intéressant ce que tu dis et j'y ai été beaucoup confrontée. C'est, tu sais, quand j'ai commencé à m'ouvrir à la spiritualité, à la médiumnité, tout ça, j'avais envie qu'on me dise comment faire, tu vois. J'avais envie Mm. qu'on me donne une clé, une solution toute trouvée pour développer mes capacités, pour me sentir bien. Et en fait, souvent, quand on essayait de me transmettre des choses, on me disait, mais en fait, toutes les clés, elles sont à l'intérieur de toi. Je peux te montrer la direction de la porte à la limite, mais si c'est pas Mm. toi qui va mettre la clé dans la serrure et qui va l'ouvrir, finalement, il va rien se passer. Est-ce que ta médiumnité, elle te sert au quotidien? Et comment est-ce que tu pourrais donner des tips aussi pour, tu sais, des fois rester dans la réalité? Parce que j'ai l'impression aussi que, Mm. tu vois, tu parlais de l'endroit du décor et de l'envers. Je pense que ça peut être aussi un peu vicieux de vouloir tout le temps aller explorer l'envers du décor parce que du coup, t'es plus sur l'endroit. Des fois, c'est dur aussi de revenir à la réalité. Tu vois, tu Mm. comprends qu'il y a tout ça, que tu peux aller découvrir, bah, effectivement, tes vies antérieures, tes vies simultanées, tu peux faire du transjet, tout ça, mais comment l'ancrer aussi dans son quotidien, je trouve que ça, c'est hyper important. Ouais, alors après, comment je l'applique au quotidien, il paraît que les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc loin de moi l'idée d'être un modèle. Malheureusement, je ne suis pas prophète, ou heureusement peut-être, je sais pas, mais effectivement, ce que tu dis, c'est capital parce qu'en fait, là, tu parles d'équilibre. Et je crois que tout est question d'équilibre. Et moi, donc je parlais tout à l'heure d'avoir toujours eu cheville au corps, cette espèce de spiritualité, tout ça. À l'adolescence, je suis un peu un enfant du 11 septembre, c'est-à-dire que je me suis vachement rapproché des religions et en particulier de l'islam. Et j'ai été dans ce truc-là, c'est Medine qui dit dans un de ses morceaux un truc un peu qui se rapproche de ça, qui dit finalement je passais plus de temps à parler aux anges parce que j'avais peur de parler aux gens. Et je crois qu'il y a de ça aussi. Donc effectivement, le piège, je te rejoins, c'est de ne pas arriver à faire l'équilibre. Et comment on fait l'équilibre? Eh ben, débrouillez-vous les gens. Non, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, les clés, elles sont en nous. Et tout à l'heure, quand je disais finalement ma médiumnité, je l'ai découvert aussi, c'est comme si en fait je naviguais sur ce territoire depuis toujours et qu'à un moment donné, c'est juste la prise de conscience, c'est-à-dire l'ouverture des yeux qui a fait que bah voilà, j'ai pu en faire quelque chose. Bah là, c'est un petit peu pareil, c'est que les clés elles sont en nous. Effectivement, quand tu dis ça à quelqu'un, ça fait pas tellement avancer la chose, mais pour autant, c'est vrai. Et moi, ce chemin-là, à force, en fait, j'ai toujours eu ce truc-là depuis que je suis jeune de me dire, mais c'est quoi ma voie, c'est quoi mon chemin, il est où mon chemin? Je pense qu'on se pose tous cette question-là à un moment donné. Et en fait, je l'ai trouvé le jour où j'ai arrêté de me poser la question. Et je l'ai trouvé le jour où je me suis dit qu'en fait, la question, c'était pas où il était le chemin, c'était moi qui étais le chemin. Ouais. Et ça, pareil, quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, bah ok, une fois qu'il a dit ça, il n'a pas dit grand-chose. Bah si, je pense que c'est quand même essentiel. Et après, il y a une question aussi de, ça faut pas le nier, il y a une question, je pense, de temporalité et de, j'allais dire presque de chronicité, c'est-à-dire que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Faire Donc c'est pour confiance. ça que on a tendance des fois, voilà, à faire confiance, c'est très important. Et puis faire preuve de courage. Et le courage, c'est quoi? Étymologiquement, ça ramène au cœur. C'est la voix du cœur, le courage. Et je pense qu'être courageux, c'est juste à un moment donné accepter d'écouter son cœur. Et même si à un moment donné il fait noir et que le chemin on le voit pas bien, il n'est pas dessiné sous nos pieds, bah, c'est pas grave, on y va et puis advienne que pourra. Mais ce truc de confiance, effectivement, Mélissa, il est absolument incontournable. Ouais. Et puis c'est très parlant ce que tu dis sur le courage et son étymologie parce que justement avec Clem, on a enregistré cette semaine l'épisode sur l'intuition et on a beaucoup parlé, on a essayé de ramener des clés plus ou moins concrètes pour que les gens sachent comment écouter leur intuition et on a beaucoup parlé de ça, du cœur, de la voix du cœur finalement. Et du coup, ben, tu vois, c'est ça que j'adore avec toi, c'est que tu as vraiment une analyse vachement différente par rapport à ce que moi je peux connaître. Tout ce qui est étymologie, histoire, t'es hyper cultivé là-dessus, et ça donne un sens, une dimension d'un autre angle, tu vois, par rapport à tout ce dont on parle. C'est super intéressant. Et oui, donc écouter la voix du cœur et faire confiance. Et tout à l'heure, tu parlais du battleur et du fait que toi, tu es allé sur la table pour les gens quand tu fais une séance. En fait, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est vraiment ça, c'est que quand on consulte quelqu'un comme Guillaume ou comme Clem ou comme moi ou tout un tas d'autres personnes, c'est vrai qu'au début, on peut avoir tendance à attendre des clés toutes faites, la réponse aux questions. Mais en fait, c'est ce que tu dis, Guillaume, c'est que les clés, enfin, les réponses sont en nous et les personnes comme toi sont là pour juste montrer les clés
qui sont en chacun de nous, qu'on on voit pas forcément, qu'on n'a pas conscientisé, et peut-être nous apprendre à les utiliser d'une certaine façon, mais personne d'autre ne pourra utiliser les clés à notre place, les conscientiser, les mettre Bien en sûr. place avec le courage et la confiance nécessaires. Et puis je crois qu'en plus j'ai fait un lapsus tout à l'heure, j'ai parlé de batelier et non pas de battleur. Et le batelier, c'est celui qui construit les bateaux aussi. Et je crois que, en fait, ce que tu dis, quand tu dis qu'on est là pour montrer les clés, je, je sais même pas si on est là pour montrer les clés. Je crois qu'en fait, on est juste un. Et ça, c'est valable pour nous qui pratiquons des séances, mais je crois que c'est valable dans n'importe quelle relation. On est juste des putains de miroirs pour l'autre. Ah ouais. Et ce qu'on peut faire en fait de mieux, moi, c'est là où peut-être on peut parler de talent ou voilà, de choses qu'on peut apporter aux gens, c'est juste d'éclairer ce miroir. Et c'est de faire en sorte que la personne, à un moment donné, quand elle se regarde en nous, eh ben, elle se dit, ouais, il y a des choses qui se passent. Et c'est pour Mm. ça que ça me fait toujours sourire, parce que maintenant, ça fait 3 4 ans que je fais vraiment des séances et que je rencontre énormément de gens par rapport à ça, que ce soit dans l'analyse 3G, la numérologie, peu importe. Souvent, à la fin, je remercie les gens et il y a toujours ce truc un peu où les gens le prennent comme de la politesse, en mode merci beaucoup pour cette séance, etc. Mm. Et en fait, les gens, et moi j'insiste toujours là-dessus avant de faire une séance, c'est qu'une séance, c'est pas moi qui suis sur un strapontin et puis l'autre qui vient écouter la bonne parole. C'est vraiment du co-travail. Et donc aussi vrai que ça résonne et ça bouge chez la personne qui vient me consulter, bah, ça résonne et ça bouge aussi en moi. Alors évidemment, moi j'ai une posture qui fait que bah, je suis pas là pour faire ma propre séance, donc je vais pas commencer à inverser les rôles. Mais ça n'enlève rien au fait que quand je sors d'une séance, quelle qu'elle soit, je suis souvent aussi bouleversé que la personne qui est venue me voir. Et c'est ça que je trouve beau, en fait. C'est qu'il y a un vrai pied d'égalité et il y a une vraie humanité, en fait. Et moi, ça, c'est vraiment la cheville ouvrière de mon approche et de mon travail. On n'est que des êtres humains. Avec Clem, on avait très envie de parler de voilà. Ouais, les vies antérieures, les annales akashiques. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est? Parce que je crois que voilà, tout le monde n'est pas averti sur ce terme non plus. Mm. Ouais, je crois qu'y compris les gens qui font des annales akashiques, je sais pas si on a tous la même approche, en fait. On a tous la même. Je suis pas sûr qu'on ait tous la même définition. Les annales akashiques, moi, c'est un terme un petit peu barbare. En fait, là aussi, ça fait sens avec mon intérêt pour la spiritualité, pour la religion. Donc, culturellement, je me suis toujours rapproché des monothéismes. Et puis, moi, tout ce qui était polythéisme, tout ça, j'étais un petit peu hermétique en me disant, ça n'a pas de sens, etc. Et puis, donc très vite, j'ai entendu parler effectivement des vies antérieures et il y avait quelque chose qui me chagrinait dans les vies antérieures, c'est que je me disais, ok, alors quand bien même, voilà, on a une âme, si elle se réincarne et que à chaque fois qu'elle commence une incarnation, elle n'a pas le souvenir, elle n'a pas la mémoire, bah, c'est quoi le sens? Et d'ailleurs, de manière très peu, de manière très prétentieuse, je vais dire, c'est un petit peu l'écueil sur lequel est tombé Platon, en fait, parce que Platon, c'est ça qu'il comprenait pas avec la réincarnation, c'est qu'il disait, bah, ok, on se réincarne, mais pourquoi on s'en rappelle pas? Et en fait, finalement, je suis parti d'un postulat qui est un petit peu confirmé d'ailleurs par la physique quantique, etc., c'est que le temps n'existe pas. Et avec ce postulat-là, en fait, ça a été la clé de voûte de ce qui m'a amené aux annales akashiques et à l'exploration des vies simultanées. Donc là, vous me voyez arriver en parlant de vie simultanée et pas de vie antérieure. Mm. C'est qu'en fait, je pars du principe qu'effectivement, on a un principe humain et un principe spirituel. Ce principe humain, c'est Mélissa, c'est Clément, c'est Guillaume. Et puis on a une âme. Et cette âme-là incarne le corps là de Guillaume. Et, et donc, c'est quoi l'âme? Là, c'est une vaste question philosophique. L'âme, moi, je suis parti du postulat aussi, qui est que, enfin voilà, je suis pas parti moi avec mes petits bras pas musclés, mais c'est ce que disent aussi un petit peu les spiritualités, c'est que l'âme, c'est une partie de Dieu. C'est comme s'il y avait un grand tout et que ce tout-là était morcelé, et ce morcellement, bah, en fait, envoie des âmes comme ça dans des incarnations. Et donc, Dieu est éternel. Alors, appelez ça Dieu, appelez ça la vie, appelez ça la source, appelez ça la nature, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Mais le principe, il est éternel. Et donc, l'éternité, c'est qu'il n'a ni début ni fin. Donc, l'éternité n'est pas soumise au temps. Mm. Donc, si elle n'est pas soumise au temps, notre âme ne peut pas être soumise au temps non plus. Donc, de la même manière que mon âme, elle incarne Guillaume Chex, en fait, je pars du principe que elle incarne aussi absolument tous les plans temporels possibles et imaginables. Donc aussi bien le passé, enfin notre
vision du passé, notre vision du présent et notre vision du futur. Et je me reprends quand je dis notre vision du présent, c'est que je pense que la clé de voûte, justement, elle est là, c'est le présent. Et je comprenais pas les bouddhistes, et même Jésus, d'ailleurs, dans le christianisme, il parle de ça, je comprenais pas ce principe de présent. C'est très prégnant dans le bouddhisme, notamment cueillir l'instant, carpe diem, etc. Ça aussi, c'est des notions qui font référence au présent. Et je crois qu'en fait, on vit dans un présent éternel. Donc finalement, le Big Bang, c'est maintenant, ici et maintenant, et la fin du monde, c'est ici et maintenant, et notre réalité, elle est ici et maintenant. Tout est ici et maintenant. Et donc, à partir de là, pour prendre une image un petit peu, parce que j'adore parler en parabole et en image, pour moi, si je devais définir les annales akashiques, donc c'est le fait d'aller explorer comme ça ces vies simultanées, et j'aime bien l'image de la roue. Donc, c'est-à-dire qu'on a une roue, on a un centre, on a un point central. Ce point central-là, c'est notre âme. Et ensuite, on a des rayons qui partent. Et ben, les rayons qui partent, c'est ce que moi je considère être des vies simultanées. Donc, à un moment donné, quand on va explorer les annales akashiques, on va explorer d'autres rayons d'incarnation de notre âme. Et Moi, je là, les suis... gens se disent, il Ouais. est complètement fou. Mais c'est ça l'idée. On Non, mais t'explique. franchement, c'est bien expliqué. Et puis moi, je suis hyper visuelle, donc c'est vrai que Mm. quand tu m'as expliqué la roue, j'ai visualisé tout de suite. Et d'ailleurs, il y a un autre schéma qui m'a vraiment aidé à comprendre aussi ce concept du temps qui tout se passe en même temps. C'est qu'on a tendance à représenter le temps sous forme de frise, hein, quand on va à l'école. C'est comme ça aussi qu'on nous l'apprend, la chronologie, etc. Et le jour où j'ai eu un déclic, c'est que j'ai pu envisager le temps sous forme de frise avec une ligne droite, un début, une fin, mais plutôt sous forme comme la queue d'un cochon, tu vois, en tire-bouchon, et que en fait c'est comme une spirale et tout peut Mm. s'imbriquer parce que si Mm. tu sais, t'as le ressort aussi quand t'es un gamin, tu as ce jeu là avec le ressort, et si tu l'aplatis complètement, en fait, tous les tours, tous les cercles, toute la spirale, elle peut s'imbriquer et ne faire qu'un point finalement. Et c'est en ça que je peux complètement concevoir le fait de vie simultanée, c'est qu'en fait, tout se passe au même moment. Et d'ailleurs, le présent, j'adore me rappeler de ça. On parle du présent, on dit que c'est un cadeau parce que c'est un présent, il est ici, maintenant. Et si on ne sait pas le saisir, si on ne sait pas saisir ce cadeau de l'instant T, finalement, tu peux pas avoir les autres cadeaux ni d'avant ni d'après, quoi. Et c'est pour ça que je parlais de physique quantique, parce que j'aime quand même faire un lien au départ. En plus, je suis quelqu'un plutôt de cartésien, hein. Non pas que je crois ce que je vois, mais c'est plutôt l'inverse. Je vois aussi ce que je crois. Mais moi, j'aime bien que tout ait un sens et que tout soit à peu près logique. Et c'est pour ça que je trouvais pas logique cette idée de vie antérieure, Mm. parce que, d'ailleurs, joli lapsus, je parle de vie intérieure au lieu de dire vie Ouais. antérieure. Mais ce concept-là, pour moi, il résonnait pas parce que je me disais, je vois pas le sens, je vois pas la trame de tout ça. Et pourquoi je fais le lien aussi avec la physique quantique? Ce que tu viens de dire avec le ressort, en fait, c'est Einstein avec la théorie de la relativité. C'est-à-dire quand il t'explique qu'à un moment donné, si l'espace, tu le tords un petit peu, et c'est comme l'image de la feuille, en fait, la feuille A4. T'as les deux extrémités de la feuille, si tu la plies sur elle-même, et ben effectivement, les deux extrémités se rejoignent et le pont entre les deux, bah, il est infime. Et je pense que c'est un petit peu ça l'idée. Et après, vous allez me dire, ben, ok, une fois qu'on fait ça, à quoi ça sert? Et ben, je pense que justement, là, on en revient à la question de la vie intérieure. En fait, ça sert aussi à avoir un point de vue différent, avoir un point de vue différent sur nous-mêmes, sur qui on est et qui potentiellement on peut être aussi. Ça me fait réfléchir ce que tu dis parce que effectivement, moi enfin pendant longtemps, je parlais de vie antérieure jusqu'à ce qu'en fait tu m'expliques comment toi tu voyais les choses, Guillaume. Mais du coup, ça m'a frustrée. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à concevoir, même si je comprends tout à fait ce que tu expliques. Ça me frustre parce que je me dis, mince, moi j'ai toujours pensé, je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront, j'ai toujours pensé que si je faisais une lecture de vie antérieure et que ça appartenait donc au passé, dans l'hypothèse où il y a un temps, eh ben ça pouvait expliquer qui je suis aujourd'hui dans le présent. Et du coup, quand on casse tout ça et qu'on le comprend et qu'on le vibre, parce qu'en fait, je sens aussi, je suis complètement d'accord avec tout ça, mais je me dis, ok, mais du coup, ma tête, elle a du mal à comprendre. Elle cherche à comprendre un truc qu'il ne faut pas comprendre, mais qu'il faut ressentir. Mais du coup, j'ai du mal à, à enlever cette frustration de me dire, bon, bah, du coup, quel est l'objectif? Tu disais, le mieux, c'est de savoir, du coup, ce qu'on peut être et de quoi on est capable. Mais il y a une partie de nous qui a envie de trouver des explications à pourquoi on est comme ça aujourd'hui. Et du coup, tu vois,
ça ressecoue complètement. J'imagine un panier avec des idées bien organisées et en fait, tu viens de tout secouer dedans, tu vois. Mais Et j'entends le du coup, fucked up c'est et je prends ça comme un compliment. Mais exactement. et effectivement, t'as raison de parler de l'intellect et de la raison. Mais je crois qu'encore une fois, si j'ai parlé de point de vue, c'est pas un hasard. C'est que ce que tu dis là, c'est pas antinomique. C'est-à-dire que, et ça fait le lien aussi avec le transgé, c'est-à-dire que le transgé, quand tu parcours un petit peu la vie de tes ancêtres et que tu fais des liens, par exemple avec des dates anniversaires, où tu te rends compte qu'à 25 ans, tu fais une grosse pneumonie et qu'à 25 ans, au même âge, ton grand-père avait fait une tuberculose pulmonaire, ok, là tu fais le lien, donc tu peux l'expliquer, c'est-à-dire que tu peux arriver à faire un lien en disant, tiens, c'est drôle cette correspondance, à quoi ça fait référence, etc., etc., et tu travailles à partir de là. Donc comprendre, c'est une chose, mais après, effectivement, il y a la vibration, il y a comment je le vibre, et là, on en revient à la prise de conscience et à la création. C'est-à-dire que, ok, j'ai pris conscience, de la même manière, quand je vais faire explorer comme ça des vies simultanées, je prends conscience de certaines choses, c'est-à-dire je m'informe de certaines choses, mais ensuite, si effectivement tu t'arrêtes ici, et qu'il n'y a pas cette démarche de création, bah, effectivement, ça sert à rien. Mm. Ça sert, ou en tout cas, à pas grand-chose. Tout de suite, ça s'accompagne avec une démarche de création. Et par exemple, si je prends un cas concret, imaginons que tu es quelqu'un, tu n'arrives pas à écrire. C'est-à-dire que tu as ça chevillé au corps, tu as envie d'écrire, mais tu n'arrives pas. Si à un moment donné, tu vas faire une vie simultanée et où tu vas prendre conscience que dans une vie simultanée, au contraire, tu es dans la productivité et justement, tu écris énormément. Derrière, toi, qu'est-ce que ça va déclencher au niveau énergétique? C'est-à-dire, quand je dis, tu peux prendre conscience aussi de ce dont tu es capable, c'est-à-dire, tu peux te dire, OK, en fait, potentiellement, je peux le faire. Donc après, certains diront, bah, finalement, c'est un peu de la branlette et c'est juste une manière détournée d'arriver à faire quelque chose. Mais si c'est ça, tant mieux aussi. Alors, Si c'est que ça, tant mieux aussi. Mais en tout cas, aller voir les potentialités, ça permet aussi à un moment donné de nous débloquer. Si je reprends, et je termine là-dessus, mais si je reprends l'image de la roue, si à un moment donné, tu as un rayon qui est voilé, quand tu vas voir le rayon qui est voilé et que tu le remets à sa juste place, et ben quand tu reviens, toi, au centre, c'est-à-dire dans ta propre incarnation, ben effectivement, la roue, elle tourne. La roue, elle tourne et du coup, tu es capable d'aller de l'avant pour rester dans la thématique du chariot qui est en train d'avancer. est-ce que je peux prendre un exemple très concret auquel tu viens de me faire penser, du coup, en parlant de ça, d'une séance justement que tu m'as faite de lecture akashique. Je me rappelle, tu m'as parlé de 3 vies. Donc, on va parler de vie intérieure au lieu de antérieure, du coup. Donc, tu m'as parlé de 3 vies intérieures, dont une, tu parles de cet exemple du fait que ça aide. Et ben, tu m'as parlé d'une vie où j'étais, où je suis druide, une druide, très, très isolée, très seule et très reconnue pour mes talents de guérisseuse. Et je me rappelle, ça m'avait marqué parce que tu m'avais dit aussi que tu t'étais vu, toi, petit garçon, et qui m'observait caché en train de faire mes potions, mes machins. Et que du coup, j'avais accepté de t'apprendre, de te prendre en apprenti. Et bref, en fait, tout ça pour dire que moi, dans cette vie, enfin actuellement, Mélissa, je me forme en naturopathie. J'ai toujours été passionnée par les plantes, par les potions, par toutes ces choses-là. J'en ai partout dans ma maison. Mais j'ai toujours eu un blocage. J'ai toujours cru que je ne savais pas faire et que je faisais n'importe quoi. Parce que finalement, je me suis acheté je ne sais combien de bouquins sur des recettes. Et en fait, à chaque fois, j'en reviens à juste écouter mon intuition et à ne pas ouvrir mes bouquins. Et je m'étais dit, mince, mais en fait, je fais n'importe quoi. Et quand tu m'as fait cette lecture, eh ben, je me suis dit, alors il y a peut-être mon ego aussi qui s'est dit, ah cool, je suis une druide, trop cool. Mais quand on enlève cette partie-là, j'ai pris confiance et je me suis dit non mais en fait oui j'ai pas forcément besoin de tous mes livres et si j'ai pas envie de les lire c'est pas grave, je vais faire ce qui vibre en moi comme mélange et ça m'a donné confiance et du coup ben j'ai continué à me faire confiance au lieu de tout mettre de côté et de me dire j'arrête, c'est pas pour moi, alors que je le pensais beaucoup à une époque. Donc c'est un exemple très Ouais. concret de ce que t'expliques. Et puis bah là, encore une fois, on revient à ce que faisait référence tout à l'heure Clémence, c'est la question de l'équilibre. Et en fait, ce que tu dis est d'autant plus vrai que il y a le faire et l'être. Et en fait, et je peux d'autant mieux en parler, c'est que quand moi, par exemple, j'étais à fond dans la religion et dans la spiritualité, j'étais dans la négation
de l'incarnation. C'est-à-dire que pour moi, la seule chose qui importait, c'était l'âme. Parce qu'à l'époque, du haut de mes 15 ans, j'appelais ça, il y avait le moi humain et le moi spirituel. Donc le moi humain, c'était mon incarnation, Guillaume, et mon moi spirituel, c'était mon âme. Et pour moi, elle n'avait de sens que l'âme. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que finalement, en adoptant ce déséquilibre-là, très vite, tu n'es plus dans l'incarnation. Donc tu ne peux plus faire. Et si tu ne peux plus faire, tu ne peux plus être. Et si tu ne peux plus être, tu ne peux plus faire non plus. Et donc, c'est bien ce truc-là d'équilibre. Et quand tu parles d'intuition, quand tu t'affranchis justement de la culture livresque en te disant, en fait, finalement, je peux suivre aussi mon intuition pour faire, tu vois bien que c'est paradoxal parce que finalement, tu t'es mis à faire et à produire à partir du moment où tu as laissé l'outil qui te permettait et les recettes qui te permettaient a priori de faire et de produire. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup et c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'analyse Tranger parce que c'est exactement la même chose dans l'analyse Tranger. C'est-à-dire que, et même dans la numérologie et même dans l'astrologie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu prends conscience du paradoxe et tu te dis, finalement, ce que je croyais pas possible, ça le devient. Mais ça le devient parce que justement, c'était pas possible. Et c'est ça, ce fucked up de la vie qui est complètement incroyable. Mais ça, pareil, là, j'enfonce une porte ouverte et j'invente l'eau chaude. Hein. Mais c'est ce que disent toutes les religions. Quand à un moment donné, Jésus, il te dit, pour accéder au royaume de mon Père, il faut mourir de son vivant. C'est paradoxal. Et pourtant, elle est là, la clé. Et quand moi, je dis, il a fallu que je parcours tout mon chemin, enfin une partie de mon chemin pour prendre conscience que ça servait à rien, que je le cherche, et qu'en fait, je l'incarnais, là aussi, c'est paradoxal. Il paraît que au dernier degré de la franc-maçonnerie, le secret qu'on te révèle, c'est qu'il n'y a pas de secret. Là, on est purement dans la tradition hermétique, spirituelle, etc., de toutes les grandes religions et toutes les grandes spiritualités. C'est qu'en fait, la clé, elle est là. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Et là, ça permet aussi, je parlais de des responsabilités tout à l'heure, mais ça permet aussi de nous rendre un peu plus humains. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est humain et donc vulnérable qu'on est fort. Et ça aussi, c'est quelque chose que les gens, des fois, ont du mal à comprendre. Quand tu vois toute la vague New Age actuelle, moi, souvent, je souris devant mes réseaux sociaux parce qu'il y a toujours cette petite musique. Utilisez cet outil et vous serez mieux, vous serez en fait finalement ce que vous n'êtes pas encore, etc., etc. C'est toujours l'idée que finalement, là, on n'est pas très bien et qu'on va devenir mieux. Et non, je crois qu'en fait, on est mieux parce qu'on n'est pas très bien. Et c'est les deux en simultané. C'est pour ça que les vies simultanées, les annales akashiques, c'est là où je vois l'intérêt aussi. Ça permet de faire prendre conscience ça. Alors sinon, prendre conscience, parce qu'effectivement, Mélissa, je te rejoins, et moi-même, j'ai été dans ce truc-là, c'est que des fois, ça crée avec l'intellect une espèce de dichotomie ou de schizophrénie où tu cherches à tout décortiquer et à tout expliquer. Et donc là, ça freine un petit peu le truc. Mais c'est pas parce qu'il y a cette barrière-là que l'énergie, elle circule pas quand même. Et tout le défi, ça va être justement d'accueillir cette énergie-là et d'accueillir cette espèce d'alchimie en fait qui se passe à l'intérieur de nous pour avancer. Et encore une fois, si ça fait pas sens à cet instant T, c'est que finalement, ça a toqué à la porte un petit peu trop tôt ou un petit peu trop tard. C'est pas grave. On va aller prendre une autre porte et puis là, peut-être que ça fera sens. Mais au fond, qu'on fasse de l'analyse Tranger, des annales akashiques, de la numérologie, n'importe quelle approche du yoga, ce que vous voulez, finalement, le questionnement et la problématique, c'est toujours la même. C'est quelle porte choisir pour accéder à moi-même. Qui suis-je? Donc, si demain, toi, ta porte, c'est de regarder des films, il y a là, pourquoi pas, tu vois. Et ça aussi, je pense que les gens, il faut qu'on prenne collectivement aussi conscience de ça. C'est que l'impossible, par définition, si on peut le nommer, si on peut nommer quelque chose, c'est que ça existe. Donc après, la question, c'est pas de savoir comment on y va, c'est la question de savoir à quel moment on y va. Et donc là, l'ici et maintenant, c'est une véritable réponse qui est des fois frustrante, c'est vrai, mais qui n'en demeure pas moins une réponse. Je voulais rajouter quelque chose aussi par rapport justement aux vies intérieures. Souvent, on va chercher aussi, on a vu qu'il n'y a pas de temps vraiment, mais on va chercher ce qui s'est passé avant. Et moi, de plus en plus, j'essaye de me connecter aux vies, entre guillemets, futures. Et je m'adresse de plus en plus à mon futur moi. Et il y a plusieurs fois où j'étais en train de méditer et je sentais comme une présence, mais je sentais que c'était la présence de mon moi d'après. Et je me disais, en fait, je suis en train de méditer et je fais du bien à mon moi du futur parce que je suis dans ce moment présent, j'ancre, voilà, mes rituels, je co-crée finalement avec
mon moi du futur pour qu'on aille dans cette direction. Et du coup, j'avais cet échange avec ce futur moi que j'imaginais et je me disais, bah, comment est-ce que j'ai envie d'être dans ma vie dans 10 ans? Et du coup, bah, je le co-crée maintenant, quoi. Je l'ancre dans ma réalité à l'heure d'aujourd'hui. Si j'ai envie que ça se réalise dans 10 ans, bah, ça commence par aujourd'hui, quoi. Et ce que tu dis, c'est d'autant plus intéressant que la difficulté avec ce truc de vie postérieure, comme si on allait se connecter au futur, c'est que c'est complètement contre-intuitif et ascientifique. Tu vois, c'est-à-dire la négation du scientifique. Pourquoi? Parce que ce qu'on est, par définition, c'est la somme de ce qui s'est passé avant. Ton verre, il est vert parce qu'à un moment donné, on l'a produit. Donc, c'est toujours, il y a un lien de cause à effet. Or là, quand tu vas chercher dans le futur, donc dans les potentialités, bah finalement, tu produis quelque chose dans l'ici et maintenant à partir de quelque chose qui n'est pas causal. Au Mm. contraire, quelque chose qui se produit dans le futur. Donc là aussi, ça crée une espèce de dichotomie intellectuelle, en fait, où on se dit, mince, il y a un truc qui est bizarre. Et pourtant, preuve à l'appui, puisque tu viens d'en témoigner, ça n'enlève rien à ce qui se passe. Et moi, alors petite anecdote, je l'ai écrit, heureusement que je l'ai consigné sur ma page Insta. J'ai fait une expérience absolument dingue au niveau des annales akashiques, c'est-à-dire qu'un jour, c'est complètement ouf hein, cette histoire. On adore les Euh, histoires. Ouais. ouais, ben là, ça va être effectivement, je pense que ça va en faire sourire plus d'un. Mais donc j'étais dans une période où j'étais très connecté avec les Indiens d'Amérique. Je sais pas pourquoi, mais limite, c'était comme un vieux fou, c'est-à-dire que j'avais des mots de vocabulaire qui me venaient. Enfin, j'étais dans un état très bizarre. Et puis un jour, je me dis, bon, je parlais de cordonnier mal chaussé, bah, moi, il a fallu attendre plusieurs semaines pour que je me dise, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose à aller creuser. Et donc, je fais une espèce pas une espèce, je fais une lecture akashique pour moi, et donc j'essaye je me connecte à ce plan-là, à cette vie-là. Et donc, j'arrive, euh, je visualise donc une petite fille qui vient me chercher, et puis très beau paysage, un peu le Colorado, tout ça, super beau, et plutôt à la tombée de la nuit, et donc il y a un vieillard en haut d'une colline avec tout un village. Je comprends qu'il y a il y a une cérémonie qui est en train de se passer, il y a des grosses percussions, enfin bref, truc super beau. Et donc j'arrive, je me pose à côté de ce vieillard et puis bon les choses se passent, etc. Et à un moment donné, je lui dis et donc quel est le message en fait? Je viens chercher un message. Et là il me regarde et il me dit ben non, en fait c'est moi qui fais appel à toi. C'est à toi de me Mm. donner un message. Et en fait, ça a fait un espèce de truc inversé où en fait finalement moi j'allais chercher un message, mais en fait c'était lui qui faisait appel à moi. C'est comme si lui il faisait appel à une incarnation de son âme qui est future par rapport à lui, sa temporalité. Mm. Et donc c'est moi qui me suis retrouvé dans l'état de donner un message à ce vieillard. Et je comprenais pas, parce qu'en fait, moi j'étais venu chercher un message. Donc voilà, et là c'est potentiellement ce genre d'expérience, moi, qui a complètement renversé aussi mon échelle de valeur et qui a permis aussi d'avancer là-dessus sur la compréhension des choses. Euh, Parce qu'effectivement, il n'y a pas de vérité en tant que telle, il n'y a que des espèces de puissance énergétique et qu'on ressent et qu'on essaye ensuite d'appliquer, qui nous changent finalement à l'intérieur, si on parle de vie intérieure. Donc voilà, mais potentiellement les annales akashiques, c'est ce que ça peut provoquer comme belle énergie, comme belle rencontre. Alors, petite question pour les personnes qui nous écoutent. Je sais que ça va être dur de ramener ça dans la matière, mais je pense qu'il y en a qui se poseront la question. Quand tu fais une lecture d'annales akashiques, enfin, quand tu fais une lecture à quelqu'un, comment ça se présente au niveau de tes sens? Comment tu vois, entends, ressens? Qu'est-ce qui se passe exactement? Euh, alors vraiment, ça dépend. Ça dépend. J'aime bien prendre l'image de la radio. C'est-à-dire que souvent, on m'a posé la question, je fais juste une toute petite digression, mais je vais revenir sur ta question en tant que telle. Souvent, on me demande concrètement comment ça se passe être médium, comment on fait pour être médium. Si tu dis que tout le monde est médium, bah, moi, concrètement, comment je fais? Moi, j'y arrive pas, j'ai pas ton don, etc. Et donc, je réfute complètement ce truc de don, parce qu'effectivement, on l'a tous. Et j'aime bien prendre l'image de la radio. C'est-à-dire que la radio, si vous avez une radio devant vous et que vous cherchez une fréquence, si à un moment donné, vous ne vous connectez pas à la bonne fréquence, bah, vous allez entendre qu'un brouhaha et finalement, il ne va pas se passer grand-chose à part des grésillements bizarres et de temps en temps, un petit truc qui ressort, etc. Et par contre, dès qu'on est connecté, qu'on trouve la bonne fréquence, et ben là, c'est évident en fait.
c'est évident et on entend tout. Et pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que c'est la meilleure image que j'ai trouvée pour expliquer un petit peu comment je pouvais ressentir les choses. Donc des fois, ça peut être des choses que j'entends à l'intérieur de moi. Ça va être, je sais pas moi, une mélodie. Ça peut être aussi quelque chose de l'ordre, sans parler de mélodie, mais des bruits. Par exemple, les percussions. Là, je parlais de mon expérience avec les annales akashiques. Cette mélodie, elle est toujours en moi. C'est-à-dire que je l'entends encore. Je l'entends encore. Donc c'est ça, des fois, le point de départ, avant même que je sois en séance, avant même que je me mette, entre guillemets, vraiment focus là-dessus. Ça va être des espèces de petites réminiscences comme ça qui me viennent à l'esprit, un peu comme dans un rêve en fait, euh, par l'ouïe, par l'oreille. Après, ça peut être aussi des visualisations. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait des trucs où à un moment donné, je parle à une personne et je visualise quelqu'un, je lui décris, etc. Et donc là, ça passe par les yeux intérieurs, quoi. Donc ça peut être l'ouïe, ça peut être les yeux, et ça peut être aussi le ressenti physique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux parler à une personne et avoir le ventre qui me retourne. Et ce qui est très étrange avec ce ressenti-là, c'est que effectivement, je vibre ça à l'intérieur de mon corps, je le ressens, mais pourtant, je sais que ça ne m'appartient pas. C'est pas comme juste une nausée parce que tu as pris une cuite. Tu vois, c'est un truc qui est quand même extérieur à moi et je le ressens quand même. Et donc ça, par contre, pour le coup, si je réfute le truc de don, par contre, je réfute pas le truc d'apprentissage. Ça s'apprend. C'est-à-dire que moi, j'ai mis aussi un certain temps et je continue à apprendre, à accueillir et surtout à cerner ce que je ressens. Que ce soit au niveau mental, au niveau physique, au niveau même intellectuel, je continue à prendre le temps de cerner, tiens, là, c'est un ressenti, tiens, là, Voilà. Et puis après, il y a la question de l'interprétation. C'est que ça aussi, il ne faut pas le nier. C'est-à-dire que l'interprétation, c'est comme un filtre, en fait. Moi, les messages que je reçois ou les choses que je ressens, effectivement, ça passe dans mon filtre. Donc, il y a tout le background aussi. Tout à l'heure, quand je disais, quand je fais une séance rangée, je fais aussi ma séance rangée, ça me sert à ça aussi. C'est-à-dire que moi, ça permet de travailler aussi des choses et qu'effectivement, si tu me parles de ton grand-père qui est d'Algérie, alors que mon grand-père est d'Algérie, moi, ça va faire référence à des choses intérieures avec lesquelles il va falloir que je sois très au clair et qu'il va falloir que je mette de côté pour à un moment donné pas influer entre guillemets sur ce que je vais délivrer comme éventuel message ou éventuel ressenti, quoi. Et ça aussi, c'est un gros truc du New Age où on fustige l'ego, où on dit ouais mais l'ego c'est le mal, etc. Non, heureusement qu'on a un ego, heureusement qu'à un moment donné on se trompe aussi, heureusement que des fois nos ressentis sont mal focalisés, parce que c'est ce qui nous permet, tu sais, c'est le truc du jour et de la nuit. S'il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Là, c'est exactement pareil. Donc l'ego, en fait, ce qui est important avec l'ego, à mon sens, c'est simplement de le mettre à sa place. Et surtout de le faire en conscience. Ok, là, je suis en train de te dire ça, je prends conscience qu'en fait, là, c'est mon ego qui parle. Et à partir du moment où tu en as conscience, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux déconstruire. Et si tu déconstruis, là, du coup, tu arrives dans un truc un peu sain, SAIN, où tu te dis, bon, ok, là, on va pouvoir co-construire ensemble. Et j'ai conscience que là, ce que j'ai ramené sur la table, c'est un élément personnel ou c'est un truc qui m'appartient. Et le tout, c'est pas grave qu'il y ait quelque chose qui m'appartient qui vienne là se mettre sur notre table commune. Ce qui est important, c'est qu'on en prenne conscience tous les deux. Mais ce que je dis là, c'est valable aussi pour tous les thérapeutes du monde, et notamment les psychanalystes. Je vous renvoie au très bel ouvrage de Bruno Clavier, Les fantômes de l'analyste, où il raconte ça, justement. Tout le phénomène de projection, c'est très bien documenté et très bien... voilà, dans la psychanalyse, il y a toujours ce truc de transfert, ce truc de projection, où à un moment donné, l'analyste aussi, il est en proie avec ses propres fantômes, entre guillemets, et que la personne qu'il a en face d'elle, effectivement, elle le renvoie à ses propres dualités, ses propres paradoxes. Mais ça, faut pas essayer de le chasser. Ce qu'il faut essayer, c'est simplement d'en prendre conscience. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà. Ouais, non, mais c'est super intéressant. Et puis en plus, il y a toute cette notion de se faire confiance. Et ça, c'est vrai que moi, je le ressens beaucoup, même dans la pratique du tarot, des cartes. Souvent, et de plus en plus, là, je commence à tirer que avec le jeu de 54. Donc, pique, carreau, trèfle, cœur. Donc là, comme ça, t'as vraiment aucune indication et tu travailles que avec ton intuition, tes ressentis. Et en fait, c'est ouf parce que depuis que je commence à tirer avec ça, j'ai des visions de plus en plus précises. Et j'ai vraiment, tu vois, on me dit, ma canalisation auditive, elle est de plus en plus précise, mais j'ai beaucoup de mal à me faire confiance parce que justement, c'est pas écrit sur les cartes. Alors que normalement, d'habitude, voilà, c'est très précis, mais souvent, j'ai des indications, il y a des dessins, il y a des mots sur les cartes qui peuvent vraiment confirmer cette intuition. Et c'est là où je te rejoins, en fait, c'est toute une pratique aussi à apprendre à se faire confiance et à écouter cette intuition-là et à, du coup, ne pas la brimer. Parce que des fois, tu vois, je m'empêche de dire,
textos que j'ai reçus comme information parce que je me dis non mais c'est trop précis, c'est pas possible que ce soit ça quoi. Et du coup bah c'est vraiment un travail de tous les jours. Et puis ce que je retiens aussi c'est que on est tous des êtres humains, donc on a le droit à l'erreur quoi. On a le droit aussi de se tromper et il faut pas oublier que c'est juste deux humains qui s'entraident. Bon bah voilà, je tire les cartes, j'essaye de t'aider et au final peut-être que le message que je vais te passer, il va m'aider aussi. Tu vois, donc peut-être que même si je me trompe, bah finalement je me suis pas trompée parce que j'avais besoin de moi entendre ça et on avait besoin d'avoir cet échange quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de connaissance, c'est-à-dire au sens langage des oiseaux. C'est une connaissance quand on fait donc une connaissance entre nous et nous-mêmes, et une connaissance aussi entre l'analyste et la personne qui vient consulter. Et je pense que ça, faut vraiment pas le nier. Et tu as tout à fait raison de le rappeler et d'insister sur ce côté confiance. Tu sais, à la limite, si tu as encore une fois, tout est question de point de vue. Si tu as un gros caillou devant toi, qu'il est jaune, ce caillou-là, si moi je le vois bleu, ça veut pas dire que ce caillou, je me suis trompé sur la couleur, mais ça veut pas dire que ce caillou n'existe pas. Et là, encore une fois, je renvoie à la physique quantique, c'est que ce qu'on prend pour acquis et ce qu'on prend au niveau de la perception comme étant intangible, en fait, c'est complètement remis en cause par la physique quantique. Une table, elle est dure quand tu tapes dessus, et pour autant, la science montre que en fait, c'est juste des atomes qui ont une puissance énorme d'inversion, et en fait, c'est ça qui fait la matière. Mais la matière n'existe pas en tant que telle. Donc c'est tout ce truc-là, effectivement, qu'il faut arriver à déconstruire à l'intérieur de nous et puis à l'intérieur des autres aussi, autant que faire se peut, pour arriver à faire prendre conscience. Non, regarde, là, je me suis peut-être trompé sur la couleur, mais au final, ce que je te raconte, ça nous parle à tous les deux et ça a un sens. Et moi, je crois beaucoup à ça. Il n'y a pas de hasard. Et je crois que c'était Paul Éluard qui disait il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Bah, voilà, on est vraiment là-dedans aussi, dans l'ici et maintenant. Et d'ailleurs, maintenant, je le vois aussi dans les séances rangées que je propose. En général, le travail il commence dès lors que la personne elle prend rendez-vous en fait. Donc dès lors qu'elle prend rendez-vous, la séance elle a déjà commencé. Et finalement, la séance qu'on fait qui dure 3 plombes, qui dure 3 heures, finalement ça c'est juste la partie émergée de l'iceberg, mais tout le fond, ce qu'il y a sous l'eau, en fait, ça a commencé avant et ça continuera après. Ouais, parce que la connexion s'est faite à ce moment-là, et C'est du ça. moment qu'il y a connexion, et ben C'est on ça. commence à co-créer quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on parle d'amour. Voilà, c'est important qu'il y ait le mot amour dans cet épisode parce que Oui. tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, il est déterminé par une chose, une seule puissance vibratoire, c'est l'amour. Et c'est ma mère qui me disait quand j'étais petit que l'amour pouvait déplacer des montagnes. Et moi, je l'écoutais comme ça en mode, ouais, c'est un peu béni, oui, oui. Et en fait, aujourd'hui, je mesure à quel point elle avait raison. C'est qu'il n'y a que l'amour qui permet de déplacer des montagnes. Et effectivement, l'amour permet tout, absolument tout. Donc on n'est pas juste dans l'amour, tiens, t'es mon amoureuse ou t'es mon amoureux, c'est vraiment ce truc d'ouverture, cette espèce de faille à l'intérieur de Ouais. nous-mêmes dans laquelle on peut s'engouffrer et qui permet justement de tout révéler et de tout construire du coup. L'amour inconditionnel. Je trouve que c'est une très belle conclusion de terminer le podcast là-dessus. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots pour de la fin que oui, du moment qu'on vibre l'amour, on est sur le bon chemin en fait. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Pour ma part, moi, cet épisode, il m'a vraiment fait beaucoup de bien. J'ai ma voix qui part en cacahuète, ça y est. C'est le chakra de la gorge, il s'ouvre, il Ouais, travaille. Punaise. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Comme à chaque fois qu'on échange, de toute façon, t'es hyper intéressant, t'es très cultivé, t'es précis. Et puis voilà, ce que j'aime en fait, c'est ça aussi qui est intéressant dans les interviews comme ça, c'est qu'on découvre des personnes, on prend le temps d'échanger, de débattre, de tout ça, et ça, on ne fait que continuer sur nos éveils à nous, notre chemin à nous. Donc merci beaucoup pour tout ça, Guillaume, et pour tout ce que tu as apporté. J'espère que ça fera autant de bien aux personnes qui nous écoutent que ça m'a fait à moi de t'écouter. Et merci. Et je dis merci, mais en vrai j'ai énormément de mal à recevoir les compliments, mais merci, il faut le dire. Faut parler d'amour, mais il faut parler de remerciements aussi. C'est important de remercier les gens. Donc merci beaucoup pour ces mots. Je voulais juste rajouter que bon, là on est parti hyper loin, ça peut paraître super perché, peut-être qu'il y a des termes que vous n'allez pas comprendre, que bon, il y a des choses que vous n'allez pas intégrer, mais je pense aussi que ce podcast, c'est comme un soin. On a parlé de plein de choses, peut-être qu'il y a des choses que vous n'allez pas capter maintenant, peut-être vous allez réécouter cet épisode dans 1 an, 2 ans, 10 ans, vous allez capter d'autres choses, mais laissez aussi nos voix et puis tous nos mots s'infuser
infusé en vous. Moi, c'est vrai que quand j'ai relu aussi ce que tu m'as écrit, tu vois, ça datait du 8 novembre de l'année dernière. Et il y a des choses que j'ai saisies il y a un an. Et je l'ai relu là ce matin et j'ai compris d'autres choses. Il y a d'autres choses qui se sont infusées et même le choix de tes mots, tu vois, ça a eu un autre écho en moi. Donc, des fois, ne cherchez pas à vouloir comprendre et tout intégrer maintenant à l'heure d'aujourd'hui. En fait, ça va se faire aussi sur la durée, s'il y a un temps qui existe. Peut-être que tout va s'imbriquer. Ouais, et puis après, il y a un outil formidable quand on comprend pas un mot, ça s'appelle le dictionnaire, donc faut pas hésiter aussi. Faut pas hésiter à aller Google chercher. est ton ami. Mais c'est ça, mais c'est très révélateur aussi. Et je pense que ça aussi, faut reprendre en main nos vies et puis nos pensées. Et je crois que avant de pouvoir dire, il faut savoir penser et pouvoir penser. Et aujourd'hui, notre époque, elle va plus dans le sens de ne pensez pas, on va faire à votre place et on va dire à votre place. Donc, ayez conscience de vous-même. S'il y a des mots que vous comprenez pas, bah, cherchez tout le temps, cherchez. Et par contre, ce que tu dis, et je pense qu'effectivement, c'est une belle conclusion qui va avec l'amour, c'est très important, c'est laisser infuser. Moi, je l'ai souvent dit aussi en séance, c'est qu'il y a des choses aujourd'hui qui nous échappent. Et demain, alors justement, je vais terminer en bon anarchiste que je suis sur une note un peu politique. C'était Rosa Luxembourg, là pareil, googlisez, allez voir un petit peu sa trajectoire, une femme extraordinaire, et qui disait en parlant des révolutions, l'instant d'avant, ça paraît impossible, et l'instant d'après, ça paraît évident. Et ben voilà, c'est exactement ça aussi le chemin vers nous-mêmes, c'est que tout ce qui vous paraît impossible et improbable, même aujourd'hui, bah, des fois demain ça devient les plus belles évidences. Donc voilà. Waouh, Aimez-vous les uns les autres, bordel. elle est C'est trop puissante fort. cette phrase, très très puissante. Merci. Ouais, On va elle vient de me s'arrêter faire un là. truc Merci. là. Ouais, Oh, ça m'a scotché. je viens Ça de m'a comprendre. coupé. J'ai vu ma vie défiler. J'ai dit ouais, ok, c'est ça. Merci beaucoup. C'est dingue, ça Merci me. à Tu vois, vous. j'ai les larmes et tout qui montent. Merci. Tu viens de me faire un soin de ouf. C'est trop bizarre. Ce qu'on comprend pas, l'âme comprend, et c'est ce que j'aime bien souvent quand les larmes coulent, c'est que ton âme, elle a compris. Donc ça, Et je c'est crois que cool. c'est ça aussi, tout à l'heure je faisais le lien entre médiumnité et art. Je pense que le vrai dénominateur commun entre les deux, c'est ça, c'est la force de l'émotion aussi. Et des fois, on ne sait pas pourquoi, on écoute une musique, on regarde un film, on regarde un tableau, et il nous bouscule ce tableau, ce film, cette œuvre. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas mettre des mots, mais les larmes, elles coulent, le rire, il sort tout seul. Et je crois que c'est ça la puissance de l'être aussi. Et la médiumnité nous ramène à ça. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé des fois de faire des randos, parce que la randonnée m'a aussi beaucoup aidé. Le fait de marcher tangiblement, on chemine aussi énormément à l'intérieur. Tous ceux qui ont fait Saint-Jacques et tous ceux qui ont fait des pèlerinages sauront de quoi je parle. Et je me suis retrouvé des fois à des moments où je regardais l'immensité autour de moi et je me mettais à chialer comme un bébé, quoi. Et plus je me disais, mais pourquoi tu pleures? Et ben, plus je pleurais. Et, et ça aussi, on vit dans une époque où on essaye de nous couper de nos émotions. Et non, c'est important. Soyez émotifs, soyez en colère, soyez tristes, soyez heureux et ne cédez pas à la dictature du bonheur. C'est-à-dire que des fois, être mal, c'est ce qui nous permet d'être bien, vraiment, 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 vraiment. D'où la notion de révolution. C'est clair. Et puis, il faut pas oublier qu'on est quand même des êtres humains, qu'on a un corps, qu'on est là pour ressentir les choses. Et je trouve Bien sûr. ça génial aussi d'avoir cette intensité. Et des fois, enfin, je sais, on est des grands sensibles, hein, surtout nous, mais c'est beau, en fait. Et c'est vraiment une force parce qu'on ressent les choses profondément. Et c'est ça qui nous fait nous dire qu'en fait, on est vivant, on est là. Et on peut finir avec du langage des oiseaux aussi ou pas? Il reste un petit peu de Vas-y. temps. Il Allez, reste deux deux minutes. minutes. Être sensible, si on fait en langage des oiseaux, être sensible, ça veut dire S-A-N-S, plus loin cible, être sensible. Du coup, c'est Hmm. paradoxal parce que bah, du coup, si tu es sensible, tu sais pas ce que tu vas chercher en fait finalement. Et là, ça renvoie à la notion de quête. Et une quête, en fait, si tu pars en quête de quelque chose, mais que tu sais ce que tu cherches, bah, au meilleur des cas, tu vas trouver ce que tu trouves, et au pire des cas, tu vas être frustré de pas trouver ce que tu cherchais. Et le vrai sens de la quête, c'est le fou un petit peu, c'est le mat hein, dans le tarot, c'est-à-dire c'est celui qui erre. Et celui qui erre, justement, il sait pas après quoi il court, il sait pas après quoi il marche, mais en tout cas, il va chercher. Et c'était Jésus qui disait celui qui cherche a déjà trouvé un petit peu. Bah, c'est un petit peu ça l'idée. J'ai beaucoup cité Jésus. Sachez que je ne suis pas voilà, mais la figure de Jésus effectivement me parle énormément. Et, et voilà. Et je pense que effectivement on a intérêt à errer et à accepter cette errance là. Et c'est parce qu'on erre qu'en général on trouve
les réponses. Donc soyons sensibles et visons l'intérieur de nos cœurs. Voilà. Et ben franchement, on va finir là-dessus. Merci beaucoup. Ouais. C'était tellement Merci enrichissant. à vous en tout cas. Merci Guillaume, c'était vraiment enrichissant et on pourrait peut-être finir juste pour communiquer ta page Instagram si tu veux bien dire comment te trouver sur les réseaux sociaux. Ouais, alors du coup, sur Instagram, vous allez voir aussi la puissance du jeu de mots hein, du monsieur. C'est Medium. Voilà, je m'appelle Guillaume, on m'appelle Yom. Donc c'est Medium, med.ym. Et je suis désolé par avance, c'est que je ne publie plus énormément parce que j'ai une vie qui fait que et j'ai pas tellement le temps. En tout cas, je le trouve pas suffisamment pour publier dessus. Mais les DM, ils sont ouverts, donc n'hésitez pas à venir échanger avec grand plaisir. Vous voyez, je suis très bavard.